On sait, on l'a beaucoup dit hier, on l'a encore redit ce matin, l'importance que nous avons dans le contexte actuel d'attaque de la sécurité sociale à construire des convergences avec l'ensemble du mouvement social et en particulier avec les organisations syndicales. Donc c'est pour ça que, Laurent, c'est très important, ta venue, le message que nous a envoyé Sophie hier est ta venue aujourd'hui. On a vraiment besoin, face aux attaques systémiques contre la sécurité sociale, à la réduction de son champ, de construire des convergences. On l'a vu dans la lutte sur les retraites, on le voit dans la lutte sur les services publics, notamment hospitaliers, dans lesquels on est côte à côte. On voit qu'il faut vraiment avoir un large rassemblement pour influer, espérer influer et inverser certaines de ces logiques délétères de réduction de nos droits et de nos protections, et aussi la convergence qu'on avait à la CGT. Alors après, c'est pas étonnant, hein, je ne peux pas remonter, vu l'heure, j'avais prévu de remonter sur plusieurs siècles, mais vu l'heure, je ne peux plus. Mais quand même rappeler que, pour ce qui nous concerne, nos mutuelles de France, nous sommes les héritiers des mutuelles CGT, des mutuelles créées par la CGT à partir de 1936. J'ai rappelé dans mon discours introductif hier que la première a été créée ici à Marseille par Lucien Molyneux. Très vite aussi, la Fédération des métallos parisiennes a créé dès 1937 la mutuelle des métallos à Paris. Il y a eu la guerre, nos principaux dirigeants se sont retrouvés dans la résistance, donc ça a mis un coup d'arrêt. Mais dès la fin de la guerre, la dynamique est repartie. Et est repartie clairement, et je crois que ça, il faut qu'on s'en souvienne. Alors c'est vrai pour les mutuelles ouvrières, pour les mutuelles travailleurs, les mutuelles CGT, c'est vrai aussi pour les mutuelles de fonctionnaires, je le dis parce que j'ai Eric Chenu en face de moi, je vois qu'il me surveille. Et donc si je ne le dis pas, il va me le reprocher. C'est vrai aussi pour les mutuelles de fonctionnaires, c'est tout un nouveau mouvement mutualiste qui, par rapport à un mouvement historique qui était un peu accroché aux assurances sociales et qui n'a pas forcément bien vécu la création de la sécurité sociale, immédiatement se constitue de nouvelles structures mutualistes, les mutuelles ouvrières, les mutuelles de fonctionnaires, pour porter la sécurité sociale, pour travailler avec la sécurité sociale, pour répondre à la volonté de Croizat et de Larocque, qui était d'avoir véritablement un système de protection sociale à la fois solidaire, complètement solidaire, mais aussi dynamique, pas totalement étatisé, qui soit capable d'innover, et avec des mutuelles qui sont un peu un aiguillon de l'innovation. Et on voit que cette pensée, elle n'est pas fausse, parce qu'immédiatement, il y a eu besoin du travail commun entre la mutualité et la sécurité sociale, le couple, comme on dit nous aux mutuelles de France, mutualité, sécurité sociale, notamment parce qu'on a toujours la nostalgie, enfin toujours non, on a parfois la nostalgie, on dit la mutuelle la sécu de 45, c'était plutôt 46, hein, parce que 45 c'est les ordonnances, qui est remboursée à 80%. Mais ça c'est totalement théorique, et c'est le problème, le débat qu'on a, y compris encore aujourd'hui, sur la question des 100%, que ce soit sécu, santé ou dans les contrats groupes, c'est que le pourcentage, il n'a de sens que s'il y a une valeur de référence, et une valeur de référence qui soit concrète. Or, en 45, la Sécu rembourse tout à 80%. Sauf que les médecins, on l'a pas oublié aujourd'hui, refusent de signer les conventions de sécurité sociale. Parce qu'ils accusent la sécurité sociale de vouloir faire une médecine de caisse, voire une médecine soviétique, pour certains. Et donc, ils organisent la résistance. Moi, je connais plus cette région. Éric me rappelle qu'y compris en Alsace, ça a aussi été le cas. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Heureusement que c'est plus moi qui parle après ce congrès. Nous, ici, par exemple, on a le cas emblématique d'Aix-en-Provence, où l'Union locale des médecins libéraux se sont coordonnés. On se rappelle la charte de la médecine libérale qui dit que le médecin doit être honoré directement par le patient et avoir la liberté de ses honoraires. Sur cette base-là, ils s'engagent tous collectivement à ne jamais signer la convention de sécurité sociale, à jamais se conventionner avec la sécurité sociale. Donc quand on dit 80% du tarif sécurité sociale, mais qu'il n'y a pas de médecin qui respecte le tarif sécurité sociale, c'est 80% de rien du tout. Et c'est parce qu'on a créé, nous la mutualité, parce qu'on a créé un centre de santé pour offrir une offre de santé, de médecine, au tarif de la sécurité sociale, conventionné avec la sécurité sociale, qu'on a fait péter cette résistance. Donc tu vois que, dès le début, cette convergence, cette synergie, cette résonance entre la sécurité sociale, qui assure la solidarité fondamentale de notre système,
je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'une sécurité sociale de haut niveau, y compris pour nous pouvoir continuer à appliquer nos missions solidaires au service de l'accès aux soins pour tous. Et aujourd'hui, on a de vrais problèmes avec ce qui se passe. Mais dès le début, ce couple a permis y compris aboutir à une sécurité sociale de plus haut niveau et à vaincre des résistances. Il faut savoir que la majorité des médecins ne sont conventionnés que dans les années 70. 45-70, ça fait 30 ans, 25-30 ans, où il a fallu se battre pour obtenir le conventionnement des médecins. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être, je pense, des fois un peu caricatural, mais en tout cas, on a de vraies convergences sur le fait qu'il nous faut une sécurité sociale de plus haut niveau, et au moins qui ne diminue pas. Parce qu'aujourd'hui, on a tout un débat un peu lunaire parfois sur la sécurité sociale au plus haut niveau, mais concrètement, le gouvernement, après avoir parlé de grande sécu, comme on l'a dit tout à l'heure, détruit PLFSS après PLFSS le niveau de la sécurité sociale. Ils ont augmenté cette année dans les 1,3 milliard dont a parlé Eric. Il y a la baisse du remboursement sur le dentaire et il y a ce PLFSS qui arrive. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer, c'est aujourd'hui, je crois qu'il y a le Conseil des ministres, mais les indiscrétions qu'on a eues nous faisaient état d'un ONDAM qui augmenterait de 3,5. 3,5 alors qu'on a une inflation à 5, ça veut dire qu'on va encore réduire les moyens de l'assurance maladie, encore la mettre en difficulté. Eric a dit qu'on allait vers l'augmentation des déficits et surtout qu'on ne va absolument pas financer les besoins de la sécurité sociale. Du coup, c'est les mutuelles qui prennent le relais parce qu'on leur transfère et on arrive à des situations où, comme en parallèle, on a aussi cassé des solidarités dans la complémentaire, notamment avec l'ANI, en séparant complètement la couverture des actifs et des retraités notamment, mais aussi des précaires, mais aussi des jeunes, on arrive à des situations où on va aller vers de l'exclusion. Or, si la sécurité sociale a été créée, et si les mutuelles qui la soutiennent ont été créées, notamment par la CGT, c'est bien pour que tout le monde puisse avoir accès à la santé. C'est un droit important pour lequel on se bat. Et donc j'espère qu'après ta venue, on a eu de nombreuses relations avec les organisations syndicales, avec la CGT en particulier, mais je trouve que ces dernières années, ça s'était un peu délité. On a eu du mal à mener ces combats ensemble. J'espère que ta venue est le premier signe pour un travail qui se poursuivra après le Congrès pour construire les convergences dont on a besoin. Voilà, j'avais beaucoup de choses à dire, mais vu l'heure, je m'en tiens là. L'important, c'est que le Congrès t'entende. Donc Laurent, c'est à toi. Chers amis mutualistes, chers camarades, tout d'abord, merci de cette invitation à participer à votre congrès et à y prendre la parole. La CGT a répondu favorablement à cette invitation parce que nous considérons que des convergences existent et peuvent être développées entre nous. C'est une forme de réponse, du coup, déjà à ta dernière intervention, dans le respect, évidemment, de l'indépendance de chacun. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, comme vous l'avez vu hier, vous adresse son salut fraternel. Nous avons une histoire commune. Nous gardons en mémoire la création en 1936 de la Caisse centrale de prévoyance des travailleurs des deux sexes de Marseille et des Bouches-du-Rhône, fondée par le syndicat CGT des chauffeurs de taxi des Bouches-du-Rhône. Une mutuelle à l'origine de la création de la Fédération nationale des mutuelles ouvrières, qui deviendra celle des travailleurs. Fort de cette histoire commune, nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble dans les Bouches-du-Rhône, 87 ans plus tard, au congrès de la Fédération des mutuelles de France. Vous le savez, nous partageons aussi avec chacun d'entre vous et chacune d'entre vous des valeurs, au premier rang desquelles la démocratie et la solidarité, vous l'avez largement exprimé. Des valeurs rudement mises à l'épreuve et que nous considérons utiles et nécessaires de défendre ensemble. Face à nous, nous avons un gouvernement dont la seule préoccupation est de répondre aux intérêts des marchés financiers et de leurs bénéficiaires, à savoir les grandes fortunes. Il y réussit fort bien, puisque selon la banque UBS, bien placée pour le savoir, la fortune des milliardaires français est passée de 82 milliards en 2009 à 442 milliards en 2020, soit 360 milliards de progression en 10 ans. Face à nos débats financiers, nous paraissons bien modestes face à ces explosions de richesse. Et comme rien n'est acquis par les uns sans être perdu par les autres, ces résultats trouvent leur source dans l'accroissement de l'exploitation du travail. Non seulement les salariés s'appauvrissent, mais ils ressentent de plus en plus le travail comme une source de violence. Un Français sur deux ne part pas en vacances, un Français sur deux désormais saute des repas, 37% des salariés jugent leur travail insoutenable. Récemment, le Secours populaire français, dont j'ai vu qu'il était présent à votre congrès, a lancé une alerte et un appel à la solidarité par rapport au nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire qui explose, y compris dans des populations de plus en plus inquiétantes, les étudiants, les personnes âgées. Ce sont les signes d'une société gravement malade.
Mais quand on considère qu'il y a des gens qui ne sont rien, il est évident que l'on n'est pas touché par un quelconque sursaut moral. Ce gouvernement défend une classe sociale et il le fait jusqu'au bout, froidement. L'un de ses objectifs est de réorganiser complètement l'économie dans une vision néolibérale fanatique. Il s'est attaqué aux droits sociaux et aux droits syndicaux avec les ordonnances travail. Il s'attaque aux services publics en les étouffant pour réduire leur place et laisser libre cours à l'économie privée. Il s'en prend à la sécurité sociale avec la réforme de l'indemnisation de chômage et celle des retraites ou avec les PLFSS qui succèdent entre étatisation grandissante et étranglement par des budgets et des causes intenables au regard des besoins qui s'expriment. Actuellement, c'est l'achèvement de la transformation du marché du travail, comme ils disent, qui est en cours avec la loi plein emploi. Cette loi vise à numériser les échanges entre les assurés sociaux et le service public, à fusionner les acteurs, notamment Pôle emploi, dans un nouvel opérateur dénommé France Travail, et surtout à fournir de la main-d'œuvre exploitable une nouvelle fois. Pour cela, les précaires seront fliqués et contraints d'accepter les emplois qu'on leur imposera. France Travail sera l'outil de la sous-traitance, d'une plus grande exploitation des travailleuses et travailleurs handicapés et du ciblage de la formation professionnelle sur les besoins des entreprises. Comble du cynisme, le financement de la réforme serait assuré par des ponctions sur les excédents de la branche chômage générés par la réduction des droits des chômeurs et peut-être aussi par des ponctions sur les excédents des retraites complémentaires. On va le voir dans les négociations en cours Agirc-Arrco. C'est une vision totalement tordue de la solidarité. Dans le même registre, le gouvernement lance un plan pluriannuel pour l'énergie. Je sais qu'il y a des jeunes énergéticiens dans la salle, ils doivent maîtriser le sujet. Nous avons pu mesurer l'impact de cette ressource sur l'économie et en particulier sur l'inflation. Face au défi du manque de production l'hiver dernier, le gouvernement s'est félicité du civisme des Français, mais la réalité est bien plus inquiétante. Un grand nombre de nos concitoyens ont moins consommé pour cause d'impossibilités financières, quitte à souffrir du froid dans leurs appartements ou maisons. Et par ailleurs, c'est la forte réduction de l'activité industrielle qui a fait le reste, confirmant la désindustrialisation du pays. Pendant ce temps-là, les spéculateurs, eux, se sont gavés. Autrement dit, la sobriété énergétique est un enjeu de la lutte des classes. Elle peut être organisée et juste, grâce à un grand service public de l'énergie, mais elle peut aussi être violente par une décroissance forcée liée au prix qui fracasse les plus pauvres. Il en va de même dans pratiquement tous les services publics, l'accès au transport, l'accès au logement, l'accès à l'eau et d'autres domaines. Peut-être que ces éléments peuvent paraître très éloignés des questions des mutualistes. Mais évidemment, l'appauvrissement, c'est la dégradation de la santé à coup sûr. La désindustrialisation, c'est la pénurie de médicaments. La politique économique et fiscale, c'est ce qui provoque une dérive assurantielle. Les sujets sont liés les uns aux autres et c'est pour ça que nous avons besoin d'en discuter tous ensemble. Nous avons intérêt à nous attaquer aux causes en même temps que nous essayons de faire face aux conséquences si nous voulons guérir le pays et la société française. La CGT est très sensible et très attentive aux pressions que subit le monde mutualiste et à ses évolutions. À la suite de la faillite de grandes banques américaines, il a été demandé des garanties financières de solvabilité qui ont été imposées aux mutuelles alors qu'elles n'avaient rien à voir avec la crise bancaire internationale. Il s'agit d'un choix politique qui a conduit à devoir constituer plus de réserves au détriment évidemment des comptes, des prestations et des cotisations. Des taxes ont été imposées notamment par le gouvernement Sarkozy, puis augmentées sur les contrats, ce qui renchérit une nouvelle fois les cotisations. Depuis 2016, sous couvert d'une prise en charge de 50% du contrat par leur employeur, la plupart des salariés n'ont plus vraiment le choix de leur mutuelle. Le déremboursement des médicaments ou des actes, la prise en charge obligatoire dans le cadre du 100% santé de 2021, tout cela se reporte sur les mutuelles. Comment assumer ces obligations sans passer du côté obscur de l'assurance ? Comment continuer à protéger les retraités qui ne sont plus liés à une entreprise par un contrat de travail ? Comment empêcher les mesures régressives que le gouvernement est en train de préparer à nouveau ? Et comment revenir en arrière sur ces mesures régressives qui sont déjà passées ? Les mutuelles sont soumises à une forte pression pour rentrer dans les critères de taille, de gestion du risque et de gouvernance conformes à l'économie privée capitaliste. Cela fera probablement partie de vos débats et il n'est pas dans mon rôle de m'en mêler. Mais évidemment, la CGT souhaite que des résistances se développent partout contre cette régression libérale, cette dérive assurantielle. Le gouvernement n'en est pas à son coup d'essai dans le braquage de la protection sociale, et il continue puisqu'il a décidé un déremboursement de l'assurance maladie sur les soins dentaires de 70 à 60% dès la semaine prochaine, au 1er octobre. Il annonce, dans le cadre du futur PLFSS 2024, un doublement de la franchise des médicaments.
de 0,5 euros par boîte, enfin de 50 centimes d'euros par boîte à 1 euro dans la limite de 50 euros par an. Et dans ce même PLFSS 2024, il augmente les dépenses de 3,6%, soit 3 points de moins que l'inflation, ce qui ne va pas améliorer la situation de l'hôpital public en pleine asphyxie ou des déserts médicaux. Le gouvernement promeut la logique « profit qui paye ». Et évidemment, dans le profit qui paye, ceux qui ne peuvent pas payer, tant pis pour eux. À la CGT, nous préférons de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Ce n'est pas simple de résister, ça ne l'a jamais été, mais les échanges entre nos organisations peuvent permettre d'y parvenir. La première étape est probablement l'échange d'informations pour déconstruire les mensonges qui sont diffusés par le gouvernement et qui sont devenus une véritable stratégie de communication. Par exemple, récemment, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé sa volonté de réviser les conditions d'indemnisation des salariés en arrêt de travail, stigmatisant ceux qui ont une santé dégradée ou qui souffrent au travail. Selon ces déclarations, il y a des gens qui sont en arrêt maladie alors qu'ils ne sont pas malades. Ces propos sont inadmissibles. Rappelons la réalité des données issues de l'assurance maladie. Cette augmentation des indemnités de la sécurité sociale s'inscrit avant tout dans des tendances de fond observées sur la dernière décennie qui s'expliquent par la combinaison de plusieurs facteurs. L'augmentation de la population active, le vieillissement de cette population du fait du recul de l'âge de retraite de 60 à 62 ans, provoquant à son tour une augmentation de la durée moyenne des arrêts. Autrement dit, il s'agit de facteurs objectifs qui ne dépendent pas de la volonté des individus en arrêt. Qui plus est, le gouvernement va encore aggraver la situation en imposant par la force le recul du départ en retraite à 64 ans. Il y aurait tant à dire sur ce gouvernement et sa stratégie. La manière dont il a méprisé le formidable mouvement social du début d'année, dont il a ignoré l'avis de la population, et dont il continue à le faire d'ailleurs, dont il a muselé les institutions et notamment l'Assemblée nationale, la manière dont il utilise la police et la justice pour réprimer l'activité syndicale et les luttes sociales, et la manière dont il joue avec les thèmes de l'extrême droite. Mais nous n'avons pas le temps, je ne veux pas vous plomber encore plus que le retard que vous avez déjà pris, et en plus nous sommes entre militants impliqués, donc informés, donc je n'ai pas vraiment besoin de vous refaire le résumé de tout ça. Ce gouvernement piétine la solidarité pour construire une société du risque généralisé, de l'instabilité, de la précarité, du chacun pour soi. Pour cela, il dénonce des boucs émissaires, parfois le réfugié, parfois le chômeur, parfois le malade, parfois le jeune, parfois le retraité, parfois le fonctionnaire, parfois le mutualiste, quand vous allez augmenter les cotisations. Mais jamais, jamais l'exilé fiscal, jamais le fonds d'investissement liquidateur d'entreprise, jamais la multinationale qui pollue ou qui détruit l'économie. La CGT veut donc inverser le rapport de force idéologique actuel pour empêcher l'avènement de cette société du risque généralisé. La formidable mobilisation contre la réforme des retraites, par sa durée, par son unité, par son ancrage dans le territoire, par l'ampleur des manifestations, montre qu'il est possible de transformer les aspirations parfois confuses ou contradictoires de la société française en mobilisation positive. Parce que justement, les valeurs de solidarité et de justice sont toujours fortement ancrées dans le peuple français. Dès lors, nous devons proposer des projets qui permettent de construire ces mobilisations, de susciter l'envie de se battre. Nous considérons qu'il faut reprendre et amplifier les créations visionnaires de nos prédécesseurs, non pas au nom de la nostalgie, mais parce qu'elles répondent à l'aspiration de plus en plus profonde de la population à la protection. Et notamment, nous pouvons le voir sur la question du sens du travail, de plus en plus de salariés aspirent à être mieux protégés dans tous les domaines. Cette aspiration est évidemment une épine dans le pied de la stratégie ultralibérale du gouvernement et du patronat. C'est pour ça que la CGT veut reprendre la logique du CNR pour construire une véritable protection tout au long de la vie, de la naissance à la mort. Nous voulons fédérer les combats pour la protection de la santé avec ceux sur la protection contre le chômage, la vieillesse, la dépendance, mais aussi l'aspiration à redonner du sens au travail par des droits et des protections nouvelles des salariés dans l'entreprise. Tout cela est complémentaire et procède de la même logique. C'est en lien avec le sujet central de la répartition des richesses produites et notamment de l'augmentation des cotisations sociales pour en assurer le financement. Une situation, l'augmentation des cotisations sociales qui a été installée comme un tabou par le gouvernement et par le patronat, par des décennies de propagande acharnée, mais un tabou qu'il faut faire exploser parce qu'il n'est pas possible de
protéger mieux sans financer cette protection. Il n'est pas possible non plus que les batailles menées continuent à être isolées les unes des autres. C'est ce qui permet à nos adversaires de toujours parvenir à imposer leur vision, à réduire les droits, à contraindre les budgets. Menons ces débats sereinement, y compris sur les sujets qui peuvent être plus polémiques entre nous, comme la sécurité sociale intégrale, par exemple, qui est effectivement une proposition de la CGT, et qui ne se résume pas, je le précise, à la sécurité sociale telle qu'elle est aujourd'hui, mais bien la sécurité sociale telle qu'elle a été pensée initialement et telle que nous la souhaitons, non seulement dans la couverture des risques, mais y compris dans son fonctionnement démocratique. Nous voulons reposer la question de la place des assurés sociaux dans la gestion des caisses. Donc, menons ces débats sereinement, y compris sur ces sujets polémiques, et surtout trouvons ce qui fait convergence entre nous en termes de position et aussi en termes d'action, parce que c'est une leçon de la réforme des retraites. Nous avons gagné l'opinion publique, nous avons gagné l'expression majoritaire de la population sur son refus de la réforme, et malgré ça, la réforme a quand même été imposée. Cela signifie que la démocratie, le discours, le dialogue ne suffiront pas, il faut établir un véritable rapport de force avec le gouvernement et le patronat pour imposer que d'autres choix soient pris. À quelques mois des 80 ans du programme du CNR, le meilleur hommage que nous pourrions rendre à nos prédécesseurs serait d'écrire le programme des 80 prochaines années. Je nous souhaite d'y travailler ensemble. Je vous souhaite de très bons débats et un très bon congrès. Et vive la Fédération. Merci Laurent, merci pour tes propos, ta franchise. On voit qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Donc je crois que maintenant ce congrès, c'est aussi un congrès où on analyse le contexte de façon approfondie, mais où on veut déboucher sur du concret. Et je pense qu'avec la Confédération, on va pouvoir déboucher sur du congrès. Merci beaucoup. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai la charge de remettre aujourd'hui le premier prix Louis Callisti. Je vais réserver un petit peu le suspense pour vous annoncer la lauréate, puisqu'il s'agit d'une lauréate qui a eu en plus la délicatesse, sans doute pour moi, de faire sa thèse à l'Université de Lorraine, ce qui est encore mieux que ce que je pensais. Pour remettre ce prix, je voudrais appeler les membres du jury qui sont présents aujourd'hui à ce congrès et qui ont participé aux délibérations il y a quelques semaines. Il s'agit de Charlotte Sinélange, qui est enseignante-chercheuse en histoire à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, mais pas seulement à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Il s'agit de Patricia Toucas-Truyen, qui est chercheuse associée au Centre d'histoire des mondes contemporains de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est là, Patricia ? Elle était là hier, mais je crois qu'elle est partie. Sophie Ellory, qui est présidente déléguée de Mutami. Nicolas Souffeton, qui est président d'Auxence Mutuelle de France. Et Bruno Forest, que tout le monde connaît, puisque c'est l'ancien trésorier fédéral. Cheminot, comme notre ami de la CGT qui vient de parler. Il est où, Bruno ? Il arrive. Avant de remettre ce prix, donc, je voudrais juste rappeler le travail que l'on a fait pour aboutir à la mise en place de ce prix. En fait, on a entrepris depuis plusieurs années maintenant un travail je vais appeler un travail de mémoire, ou en tout cas de valorisation de la trajectoire singulière de l'histoire de la Fédération des Mutuelles de France. Et donc, on a commencé par une exposition qui a été réalisée au Congrès de Brest il y a maintenant 3 ans. On a ensuite édité un livre qui s'appelle « La mutualité en mouvement », que vous avez toutes et tous eu, je pense, en main. Je ne sais pas s'il y en a encore présents dans le Congrès, mais je pense que si. Nous avons ensuite, l'année dernière, organisé un colloque pour le centenaire de la naissance de Louis Callisti, auquel a participé Daniel, sa fille, qui est là, présente avec nous aujourd'hui et que je salue. Bonjour Daniel. Et enfin, nous avons décidé de transférer les archives de la Fédération des Mutuelles de France à ce qu'on appelle le musée social ou le CEDIAS, comme d'ailleurs, je crois, la Mutualité française l'a fait avant nous. Donc c'est en cours de discussion et ça va se faire incessamment sous peu. Donc ce prix Callisti, il va être remis à Coralie Larazé pour son travail pour la solidarité dans la protection sociale des travailleurs non salariés. Je vous remercie d'accueillir Coralie Larazé. À jamais la première, comme dit
Je ne vais pas débattre avec elle de sa thèse. Je voudrais simplement... On a choisi cette thèse parce qu'elle rentre bien dans les critères qu'on a voulu pour ce prix, qui est une recherche pour une protection sociale solidaire. Et je voudrais juste citer la phrase de fin de son résumé qu'elle nous a transmis lorsqu'on a commencé à rechercher des chercheurs et des enseignants-chercheurs pour remettre ce prix. Elle dit « Pour que la solidarité gagne du terrain sur la concurrence, en particulier pour faire face aux futurs défis sociaux, économiques et écologiques, un décloisement des disciplines est nécessaire, juridiques et économiques en particulier, de même qu'un renouveau de la théorie du droit de la protection sociale, fondée sur la solidarité nationale comme professionnelle, inclusive de tous les travailleurs et de toutes les personnes. » C'est un beau résumé, je crois, et une bonne raison de lui remettre ce premier prix Louis Calisti. Oui, alors tout d'abord, je tiens bien évidemment à vous remercier pour ce prix qui m'a été remis. Je suis doublement honorée de le recevoir sur un sujet qui effectivement est au cœur de ma thèse, qui porte sur la solidarité et qui du coup, je vais y revenir, mais accorde en effet une place aussi aux mutuelles de France et plus généralement au phénomène de mutualité, à la manière dont il s'est développé dans l'histoire. Je suis doublement honorée puisque en effet c'est le premier prix aussi décerné. Et que, de prime abord, mon travail peut-être pouvait aussi être, disons, pouvait surprendre. Alors, pourquoi surprendre déjà? Parce qu'effectivement, c'est une thèse qui a été récompensée, qui est une thèse de droit. On associe souvent le droit peut-être aussi à des normes très techniques, à la loi positive, donc telle qu'elle est appliquée sur un territoire à un moment donné, et également parce que c'est une thèse qui est consacrée aux travailleurs non salariés, ce qui peut, je sais, hérisser parfois le poil pour certains. Donc je suis honorée. Et alors pourquoi ce sujet de la solidarité dans la protection sociale des travailleurs non salariés? Alors déjà, effectivement, peut-être que, pour parler pour ma discipline, le droit, ce qui avait été ma volonté dans cette thèse, c'était de montrer comment à la fois le droit pouvait être en fait influencé par des idées, mais donc l'idée de solidarité laquelle? Solidarité nationale, solidarité professionnelle, déjà on voyait au moins deux acceptions du terme. Et également comment le droit, sous sa deuxième facette, pouvait être un outil au service de certaines idées. Et là, pour le coup, ne nous trompons pas, il est bien évidemment un outil. La question, c'est au service de quelles idées et comment influencer finalement le droit aussi avec d'autres idées, comme par exemple celle de solidarité. Donc, cette notion de solidarité, c'est pour moi, et donc c'est le parti aussi pris que j'ai eu dans ma thèse, c'était de montrer à quel point c'était aussi une notion juridique. On la retrouve bien évidemment au fronton du Code de la sécurité sociale et, je précise aussi dans ce contexte, aussi dans le Code de la mutualité. Donc cette solidarité qui est visée, en général, c'est la solidarité nationale. Et donc ma porte d'entrée, c'était comment finalement les travailleurs non salariés finalement participent à la solidarité nationale et en bénéficient à leur tour. Assez rapidement, notamment lorsque je me suis intéressée à l'histoire du droit de la protection sociale, auquel j'accorde un certain nombre de développements, il m'est apparu qu'il y avait également une histoire de la solidarité professionnelle des travailleurs non salariés. Alors comme beaucoup, je pense, je m'étais arrêtée au fait qu'ils avaient refusé d'être intégrés à la sécurité sociale en 1946. Et quelque part, j'avais tendance à me ranger aussi derrière l'idée qu'ils avaient profondément été hostiles à la sécurité sociale et donc, partant, à leur intégration à la solidarité nationale. En réalité, sur le plan historique, ce dont je me suis aperçue, c'est que la population des travailleurs non salariés, en réalité, était assez hétérogène. On avait d'un côté, en effet, des mouvements, notamment des représentants nationaux, et en particulier côté commerçants, qui poussaient énormément contre la sécurité sociale, et des mouvements plus locaux, en particulier d'artisans, qui, dès 1949, demandent d'être rattachés à la sécurité sociale, régime général.
Donc on voit que finalement la solidarité, elle s'est construite aussi donc parmi ces groupes de travailleurs non salariés. Aujourd'hui, je pense aussi, et donc je le dis directement, les populations aussi, les catégories de travailleurs non salariés qui sont visées, ce sont bien évidemment donc les commerçants, les artisans, les professions libérales, mais également les artistes-auteurs, les agriculteurs aussi également, qui sont donc considérés comme des travailleurs non salariés et qui pourtant ont su mettre en place certaines formes, en tout cas, de solidarité. Donc derrière finalement cette appréhension de cette catégorie, ce qui me semblait aussi intéressant de montrer, c'est comment les travailleurs non salariés aujourd'hui, avec le développement de formes de travail non salariées d'un genre un petit peu nouveau, alors en réalité on est sur des formes de domination qu'on connaît bien, assez anciennes, c'est juste qu'elles sont faites avec des outils nouveaux. Donc normalement on est armé, l'avantage c'est qu'on est armé idéologiquement pour les appréhender. Les travailleurs non salariés aujourd'hui finalement ont évolué, ne sont plus forcément ceux d'hier, mais sont quand même confrontés à des questions aussi pour lesquelles les réponses solidaires peuvent être opportunes. Donc derrière cette catégorie, un travailleur non salarié dont on ne sait pas toujours ce qu'elle recouvre, en fait on voit un cheval de Troie, il faut le dire, d'une conquête du marché, d'une conquête évidemment d'une protection sociale marchande, mais aussi une conquête de la concurrence entre travailleurs, puisque les travailleurs non salariés, et c'est pour ça que c'est intéressant de s'en référer au droit, sont considérés comme des entreprises au sens du droit européen de la concurrence. Ils sont moins des travailleurs, ils le sont uniquement en droit de la sécurité sociale, que des entreprises, des entrepreneurs individuels. Donc ils sont en concurrence les uns avec les autres sur un marché. Donc ce qui était intéressant aussi de voir dans l'émergence de ce travail non salarié, c'est qu'on est aussi donc sur une utilisation du travail non salarié, de la promotion de la création de son propre emploi, de l'entreprise individuelle. Derrière aussi une volonté de changer le système de protection sociale et de le modifier. De là, j'ai essayé de voir comment, sans toucher justement à la question de cette qualification de la relation de travail, puisque je suis intimement persuadée que, par exemple, pour les travailleurs de plateforme, l'exacte qualification de la relation de travail doit toujours être possible. Ils sont peut-être tout simplement pas non salariés, c'est ce que nous dit la Cour de cassation, ils sont salariés. Donc, en laissant de côté cette question de la qualification de la relation de travail, dont il faut toujours pouvoir effectivement en appréhender les réelles conditions de fait dans lesquelles elle est exercée, se pose la question néanmoins de la façon de rendre le système de protection sociale plus solidaire, aussi avec des travailleurs qui seraient peut-être non subordonnés. Partant de là, deux propositions, deux angles d'approche qui m'ont semblé en réalité se situer dans la continuité aussi de la manière dont la sécurité sociale s'est construite. C'est les questions de financement solidaire et les questions d'organisation et donc de répartition du pouvoir. Là aussi, les travailleurs non salariés sont le fer de lance d'une augmentation de la représentation patronale. Ce qui est apparu, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les évolutions très récentes, notamment de disparition du régime social des indépendants et de création désormais d'un CPSTI, Conseil de protection sociale et travailleurs indépendants, dont les pouvoirs sont plutôt moindres, mais le diable se cache parfois dans les symboles. La représentation de ces travailleurs est désormais assurée, en tout cas un mouvement assez important, tend à les rapprocher des organisations patronales. Alors pourquoi c'est problématique ? Eh bien, puisque désormais, si le travail non salarié est amené à prendre une part de plus importante dans l'économie, on va se retrouver en effet avec des organisations patronales qui non seulement représenteront des employeurs, mais également représenteront des travailleurs. À partir de là, s'ils commencent à représenter des travailleurs, on voit un petit peu les dangers que cela peut représenter pour l'équilibre des rapports de force, en particulier politiques. Donc, toutes ces questions sont liées. La question du financement aussi, je finirai là-dessus. C'est la question, bien évidemment, de la redistribution, de la répartition des richesses et de qui, concrètement, doit contribuer au financement du système de protection sociale. Là aussi, observer ce qui se passe pour les travailleurs non salariés et ce qui a pu se passer pour certaines catégories particulières, je pense aux artistes-auteurs en particulier, et aux agents généraux d'assurance, c'est qu'on voit que ce sont des travailleurs dont l'indépendance n'est pas véritablement remise en cause, elle pourrait l'être, mais pour lesquels on a pensé la contribution de cofinanceurs qui ne soient pas des employeurs.
Donc on sait tout à fait faire, dans certains secteurs professionnels, aller chercher des financements qui ne soient pas des cotisations patronales à proprement parler, mais qui fassent participer des tiers au cofinancement du système de protection sociale, en particulier de sécurité sociale. Donc derrière ces questions, il y a l'idée aussi d'aller trouver des outils, encore une fois, des outils juridiques qui nous permettent de se rendre compte que les possibilités sont relativement nombreuses pour réaffirmer la place de la solidarité, surtout sa conquête sur la place occupée par le marché dans le système de protection sociale. Je vous remercie.